Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Salut Jocelyne. Salut Charlène, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi-même? Ça va, merci. On va s'excuser rapidement auprès des auditeurs. Des On est auditeurs. vraiment désolé, oui, des problèmes techniques. Vous savez que le direct est toujours empreint de petits soucis techniques, mais on est là, nos invités aussi sont là, donc on va commencer, je pense. Oui. On peut attendre quand même qu'il y ait quelques personnes, Qui se connectent, quelques oui. auditeurs qui se connectent. Pour ceux qui sont connectés, n'oubliez pas de partager le live, s'il vous plaît. J'espère qu'il y aura plein de gens pour qu'on puisse parler de littérature. De littérature, Très intéressant. Oui. J'espère qu'il y aura vraiment du monde et que nos invités nous apporteront beaucoup d'informations intéressantes. Beaucoup d'informations. Mais ça, je n'en doute pas. Ah non, moi non plus. Hein. Moi non plus. Et tout ce que je veux, c'est que ce soit vraiment des informations remplies, riches, ouais, et qu'on sorte de là satisfait. Exactement. Exact. Alors, bonsoir, à peu près. Oui, on va encore attendre. On attend. Là, nous sommes 4, enfin 4 auditeurs. Ok. On attend encore un tout petit peu avant de commencer. Bonsoir Sylvie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors, nous sommes là, on va juste s'éclipser quelques temps parce que, alors pour ceux qui viennent d'arriver, nous tenons à nous excuser de ce petit retard. Vous savez, le live et les problèmes techniques qu'il peut y avoir. Donc là, nous allons aller en coulisses quelques temps, histoire de régler les petits soucis techniques et nous revenons. Donc, restez connectés s'il vous plaît. On revient d'ici quelques temps. Restez connectés. Merci. Bon, j'espère que là, c'est la bonne. J'espère, hein. Bon, allez, je pense qu'on va commencer hein, parce qu'on a 10 minutes de retard. On va vraiment y aller. Donc, Jocelyne, je te repasse la parole que tu puisses introduire ce deuxième entretien rapidement. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Charlène à nouveau. Bonsoir chers invités. Bonsoir le panel. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que la journée s'est bien passée pour vous. Avant de commencer, je tiens encore une fois au nom de l'équipe à m'excuser. On s'excuse tous de ce petit retard causé par des petits soucis techniques. Et nous allons donc commencer. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on se réunit en fait, hein, Charlène, c'est ça? Exactement. Exactement, voilà. Donc, c'est la deuxième fois qu'on s'est réunis. La dernière fois, nous avons discuté sur les questions de la surmédiatisation du Covid. Et aujourd'hui, donc, nous nous réunissons pour un autre sujet qui, je l'espère, nous intéressera tous. Alors, c'est grâce avec l'Institut Concorde, qui est en fait un groupe de réflexion qui réunit des jeunes gabonais dans le but de réfléchir sur des problématiques, des thématiques qui concernent le Gabon. Donc aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'on se réunit afin de discuter, de penser ensemble sur la question de la littérature gabonaise, notamment sur les questions de la valorisation et de l'accessibilité. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord tous nous présenter. Hein. Moi, je suis Jocelyne Pambo, membre actif
de l'Institut Concorde et docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Charlène, je te laisse la parole pour te présenter, s'il te plaît. Très bien, ça marche. Donc, bonsoir à tous encore une fois. Charlène Angota, je suis la fondatrice et la présidente de l'Institut Concorde que vous a présenté Jocelyne et par ailleurs docteur en droit international. Merci beaucoup, Charlène. Merci beaucoup. Je pense qu'à présent, nous allons également laisser la parole aux invités qui sont là, ces invités donc qui sont bien intéressés, mais aussi qui s'appuient donc sur la littérature gabonaise. Bonjour, chers invités. Bonjour, Pulchéri. Bonjour, Bénitien. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très, très bien. Merci. Merci, merci. Merci, Vénitien. Alors, ce soir, donc, nous allons discuter, échanger autour de la littérature gabonaise. Et je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté, en fait, cette invitation. Je laisserai donc la parole à Bénitien, si tu veux bien, pour te présenter, hein, parce que je pense que tu es le mieux placé pour pouvoir te présenter aux auditeurs. Je te laisse la parole, Bénitien. Peut-être pas très bien placé. Je suis Bénitien Boucheli. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis de Malinga. Donc voilà, écrivain gabonais, chercheur en lettres, donc en littérature et civilisation africaine. Et voilà. Et je vis à Malinga. Toujours. Ok, merci beaucoup Bénitien pour cette membre du syndicat, ça oui, c'est très important. Puisque nous parlons de littérature, c'est important de se présenter avec cette coupole-là également. Donc, je suis également membre de l'association culturelle Le Syndicat. Oui. Est-ce que justement, tu peux nous présenter ce que c'est cette association, vu que les auditeurs ne savent pas forcément? C'est une association culturelle gabonaise qui a pour vocation de promouvoir la littérature et les acteurs du champ culturel africain et mondial. Donc, partant du Gabon, effectivement, où nous sommes en fait tous liés par notre nationalité. Donc, là, notre muse, c'est la seule femme d'ailleurs de l'association. Donc, on a Nanda, on a Peter Stéphane Assaglé, on a Bungili, le presque grand, on a Peter, j'ai dit Peter Stéphane Assaglé déjà, on a Larry Essouma, et on a Chéri Litanda également, voilà, quelques membres fondateurs de l'association Le Syndicat, qui fait dans la promotion, donc la promotion culturelle et vulgarisation également de nos identités. Très bien, c'est intéressant ça. Merci beaucoup, Bénitien. Je laisse la parole aussi à Pulchéri. Bonsoir, Pulchéri. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir, Jocelyne. Bonsoir, Charnel. Bénitien, bonsoir. Bonsoir. Et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, bonsoir. Je suis Pulchéri Abem. J'ai du mal à parler de moi, surtout à me présenter. Je ne sais pas si c'est facile pour les autres, mais pour moi, c'est vraiment compliqué. Donc, Pulchéri Abem, écrivaine voilà, gabonaise, membre de l'Union des écrivains gabonais, présidente, et administrateur municipal. Voilà. Ah, mais c'est très bien, donc, Madame la Présidente de l'UDEG. Est-ce que justement, je profite donc de cette occasion aussi pour, comme j'ai fait avec Bénitien, est-ce que c'est l'occasion donc de présenter justement l'UDEG pour surtout les membres, les auditeurs qui sont là et qui ne connaissent pas forcément l'UDEG? Ben, écoutez, l'UDEG, comme le dit son nom, c'est l'Union des écrivains gabonais. C'est donc notre association, j'ai envie de dire nationale, qui a pour vocation de faire la promotion de la littérature gabonaise sous toutes ses formes, sur le plan national comme sur le plan international. Il faut dire que cette association a été créée en 1987. Et depuis lors, elle fonctionne assez bien. Il y a des problèmes comme partout, mais au moins, ça a cette vocation-là de rassembler, n'est-ce pas, les écrivains gabonais. D'accord, très bien. Mais merci, Pulchéri, pour la présentation de l'association. Justement, nous allons commencer, donc, vu que vous êtes tous des littéraires, des écrivains, donc c'est l'occasion pour présenter ce qu'on entend par littérature gabonaise. Donc,
la contextualisation. Charlène, justement, je te laisse ce temps de parole. Très bien, merci beaucoup. Merci encore aux invités. Je suis vraiment honorée de vous avoir ce soir avec nous, surtout qu'on aborde effectivement un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la littérature, et là, en l'occurrence, la littérature gabonaise. Et je me posais vraiment la question, puisque je suis tombée sur des propos de Sylvine Sam, qui datent de 2020, et qui disent ceci. La situation du livre au Gabon est triste. Cette situation évolue dans un environnement sans politique du livre pour protéger, promouvoir et le contrôler. Le livre est ignoré par la population, piraté par les libraires, les élèves, les étudiants et les enseignants. Donc c'est vrai qu'en lisant ces propos, je me suis vraiment demandé si on pouvait considérer que la littérature gabonaise évoluait dans un environnement qui lui était hostile. Mais je pense que pour démêler le vrai du faux, il vaudrait d'abord mieux commencer par définir les termes. Et justement, la question que j'ai envie de vous poser d'emblée, et aussi pour les auditeurs, c'est comment est-ce qu'on peut définir la littérature gabonaise? Est-ce que vous avez une définition à donner? Et surtout, à partir de quand ont émergé les premiers écrivains gabonais? Donc, je peux m'adresser par exemple à vous, Madame Abem, si vous pouvez nous en dire quelques mots sur la définition de la littérature. Je crois que lorsqu'on parle de littérature, et celle gabonaise en particulier, on ferait, sinon on fait référence à toutes les œuvres scientifiques, en fait, j'ai envie de dire littéraires, de fiction, qu'elles soient écrites ou encore orales, écrites, sinon réalisées par des Gabonais, ou encore des non-Gabonais, mais qui ont pour base, n'est-ce pas, le contexte gabonais. Je crois que dans un premier point, je voudrais m'arrêter là. D'accord. Bénitien, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à cette définition? Qu'est-ce que les auditeurs doivent comprendre? Qu'est-ce qu'on entend par littérature? Mais la définition que Pulchéry vient de donner, je pense qu'elle est basique et s'applique à toute la littérature, on va dire ça comme ça, parce que derrière, elle fait intervenir la notion des champs. En fait, en littérature, on parle de champ littéraire, mais notre littérature, on en parlera peut-être, n'a pas encore le mérite d'être appelé champ littéraire, donc l'espace littéraire dans lequel les productions sont fournies, on va dire ça comme ça, par des producteurs, donc par des acteurs, donc les écrivains, les libraires, les éditeurs également, etc. Donc tout ça, c'est cette somme-là cet arsenal qui forme effectivement ce qu'on appelle la littérature gabonaise. Donc au-delà de la simple production, donc au-delà de l'œuvre, c'est toute une chaîne en fait. Voilà, c'est toute une chaîne composée de plusieurs agents qui, derrière, il y a aussi des universitaires qui produisent des critiques, des comptes rendus, etc. Donc tout ce monde-là est à mettre effectivement au profit on va dire quoi, de ce gros mot-là, littérature gabonaise. Littérature gabonaise. Et à partir de quand émerge, comment dire, à partir de quand émerge la littérature gabonaise? Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a des pionniers? Donc, c'est des éléments, je pense, qui sont importants pour savoir finalement à partir de quelle date, à partir de quand on peut parler de littérature gabonaise au regard de la définition que vous venez de donner. Bénitien, tu commences? Alors, je préfère préciser deux choses. Quand je me suis présenté, j'ai dit que j'étais certes écrivain, et le fait que je fasse la recherche en littérature me pousse à avoir parfois un regard critique. Donc, du coup, je vais parler avec une sorte de double casquette qui peut parfois être complexe dans un espace comme le nôtre. Et donc, mes recherches à moi, et vous le trouverez d'ailleurs sur Internet à travers les textes publiés par Sima Eyi, donc l'enseignant, le professeur Sima Eyi, qui a travaillé sur il travaille sur les institutions littéraires gabonaises, donc l'histoire de la littérature gabonaise, qui situe la naissance de la littérature gabonaise à partir du petit texte de Robert Zotomba, Histoire d'un enfant trouvé, qui est toujours
d'actualité et très polémique sur la définition du genre. Nombre pensent que c'est un récit, d'autres pensent que c'est un roman, etc., à cause du nombre de pages. Et donc, nous sommes autour de 1971, si je ne me trompe pas. Mais entre-temps, donc bien avant cette publication officielle, l'une des anthologies de la littérature gabonaise que j'ai lu, publiée en 91 par, je sais pas, au Canada, un truc du genre, rappelle effectivement que la littérature gabonaise existait déjà, mais à travers les productions, on va dire, coloniales, notamment les contes. On parle de Pierre, pas Pierre, le père Raponda Walker, c'est pas si il faut l'appeler, Monseigneur Raponda Walker, Oui. de l'église là, voilà. Donc, il y a récolté déjà les contes et autres, et donc il y a une autre vague d'étudiants, de fonctionnaires gabonais qui, notamment le frère, les frères Ambouroué, les frères Ambouroué qui publiaient déjà donc, dans des journaux, qui publiaient des petits comptes rendus, qui publiaient de la poésie, etc. Mais véritablement, de manière officielle, la littérature gabonaise serait née à partir de 71 avec la publication de Robert Zotomba. Cependant, lorsque je préparais mes mémoires de Master 2 en littérature gabonaise, j'ai découvert également que 91, c'est plutôt pour le roman, parce qu'entre-temps, on a un poète gabonais, je viens d'oublier son nom, je l'avais tout à l'heure, qui a publié ses premiers textes, ici en France d'ailleurs, autour de 1968, par là. Et donc, si je retrouve le nom, je le partagerai. Donc, la littérature gabonaise, elle est aussi vieille que son indépendance, à mon sens. D'accord, donc en fait, tout dépend du champ littéraire dont on parle, et puis surtout, on a un pionnier quand même qui arrive bien avant 1971, hein, c'était le Monseigneur Raponda Walker dont tu parlais, qui là, son œuvre remonte à 1933, donc bien avant effectivement la fin de la colonisation. Puis chérie, est-ce que tu voulais intervenir sur cette question également pour compléter? Non, sinon, revenir sur ce que Bénicia disait, effectivement, que le premier livre, en fait, le livre que l'on considère comme premier de la littérature gabonaise, c'est effectivement celui de Robert Zotomba. Et pour ne pas me répéter, mais avant Robert Zotomba, bien évidemment, pendant la période coloniale, il y a des Gabonais qui ont édité dans des revues au niveau du Congo, au niveau du Sénégal également. Et là, on va dire qu'il y avait déjà une forme d'écriture gabonaise. Voilà. Mais officiellement, le premier auteur gabonais, scientifiquement, c'est Robert Zotomba. Même si Bénitien, je voudrais rajouter qu'il n'y a plus de polémique sur son livre, à savoir, est-ce un roman, n'est-ce pas un roman? Ça a été décidé, conclu, voilà, que voilà, c'est un roman. Alors, je précise quand même que lorsque je parle de polémique, c'est dans l'espace critique. Parce que pour nous, Gabonais, on appelle ça roman, mais quand on se trouve dans des espaces universitaires, on a envie de définir qu'est-ce qu'un roman, qu'est-ce qui compose un roman au-delà de la narration. Donc, le roman serait différent, par exemple, de la nouvelle, de par son volume, etc. Donc, on a des chercheurs ou certains critiques, lorsqu'il s'agit de parler de la littérature gabonaise et qu'ils doivent citer Histoire d'un enfant trouvé, ils disent que c'est un récit. Or, un récit n'est pas forcément un roman. Vous voyez, donc là, la perception du genre devient différente. Pourquoi je parle de polémique actuelle et qui reste dans le cadre, bien sûr, de la critique universitaire. Justement, quels sont les genres littéraires qui sont prédominants dans la littérature gabonaise? Ça nous intéresse aussi. Est-ce que c'est plus le roman? Est-ce que c'est plus… on aimerait vraiment savoir, en fait, sur quoi les auteurs gabonais écrivent le plus. Est-ce que ça, on a des indicateurs là-dessus? On peut le mesurer? Le mesurer, oui ou non, cela dépend. Il faut dire que la majorité des écrivains gabonais, même quand ils deviennent romanciers après, généralement commencent par être des poètes. Hein. On commence généralement par la poésie. De la poésie, on passe au roman, nouvelle et ainsi de suite. Mais il faut dire que sur le territoire gabonais, pour être au Gabon, nous avons plus de romanciers. Ou encore, on publie plus le roman. Pour quelle raison? Parce que les gens estiment que la poésie n'est pas une histoire de non-initiés. Ça, c'est sur le plan littéraire. Et sur le plan éditorial, les maisons d'édition
préfèrent plus publier des romans que des recueils de poésie parce que les romans se vendraient mieux que de la poésie. Voilà. Mais je crois que il y a un peu de tout dans la littérature gabonaise. Je crois que le roman prédomine. Je parle sous le contrôle de Bénitien. Je pense que le roman prédomine. La poésie suit. La nouvelle aussi prend sa place aujourd'hui. On retrouve de plus en plus de nouvellistes. La nouvelle aussi prend sa place, mais à mon humble avis, le roman prédomine quand même. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je ne sais pas si je n'ai pas accès aux questions, donc non, pour l'instant, si on a des questions ou pas. Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. D'accord. Par contre, il y a beaucoup plus d'auditeurs là. Le public augmente. Ok, parfait. Une dernière question sur la négritude. Moi, je trouve que c'est aussi important qu'on puisse un peu situer la littérature gabonaise dans ce mouvement ou plutôt dans cette spirale historique. Comment est-ce que se situait la littérature gabonaise ou se situe la littérature gabonaise par rapport à la négritude? Est-ce qu'il y a eu un positionnement ou pas du tout? Il faut dire que, Bénitien, tu commences bien. Je préfère te laisser commencer la réponse. Je rapporterai les éléments. Très bien. Comme on dit comme disent les philosophes, la philosophie est fille de son temps. Tous les courants littéraires, quel que soit le pays, ont évolué, sinon évoluent en fonction des réalités. D'accord? Je crois que lorsque les Gabonais ont commencé à écrire, si nous partons de l'histoire d'un enfant brevet de Robert Zotumba, nous étions là au seuil des indépendances. D'accord? Et la littérature gabonaise a commencé d'abord par parler surtout de manière anthropologique, faire l'éloge de nos traditions, faire l'éloge de nos identités. Après, lorsqu'on arrive au seuil des indépendances, effectivement, avec la démocratie, la littérature gabonaise rentre aussi là de plein pied dans cette thématique-là. Bien évidemment, est-ce que la littérature gabonaise a pris position partie de la négritude? Forcément, parce que au début, lorsque le Gabonais a commencé à écrire, on a commencé à écrire en fonction déjà de ce qu'on lisait. D'accord? De ce qu'on lisait, en fonction de ce qui nous inspirait également. Donc, en cela, je dirais oui. Voilà. Bénitien. Ah, c'est pas moi qui partage la parole, hein? Bénitien, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, en réalité, la question que tu poses sur la négritude, sur le rapport de la littérature gabonaise ou la place de la littérature gabonaise dans le mouvement de la négritude est plus profonde parce que en réalité, cette question pose aussi la question de l'existence de la littérature gabonaise hors de l'espace gabonais. Oui. Parce que quand on s'intéresse à toutes les grandes littératures africaines, francophones précisément, je parle de la littérature congolaise, camerounaise, sénégalaise et autres, ce sont des littératures, ce sont des espaces, autant pour moi, qui sont distingués par le caractère politique de leur production. Donc, la lutte, en fait. Et lutte a intégré non seulement la notion de la décolonisation, parce que la négritude dans les espaces francophones, donc en Afrique, au-delà de son enracinement en Occident, donc en Europe avec Césaire, Senghor et Bertrand Damas et autres, il y avait cette détermination, ce désir de se libérer de la colonisation, à la fois de la colonisation, pour critiquer ou à s'ériger contre les systèmes politiques en place, donc les dictatures qui régnaient dans ces différents espaces-là. Et donc, notre littérature, malheureusement, lorsqu'on la fouille jusqu'aujourd'hui dans ces espaces-là, la question se pose véritablement où se trouve la littérature gabonaise dans l'espace africain ou l'espace mondial. Je me rappelle d'ailleurs, il y a quelque temps, une autre polémique du genre a été portée par beaucoup qui disait pays cherche écrivain, donc SOS, pays cherche écrivain, un truc du genre. Parce qu'on a l'impression que les Gabonais ne produisent pas, les Gabonais ne sont pas assez visibles sur l'espace international, etc. Donc, pour revenir à la question donc, du rapport à la littérature gabonaise à la négritude, je prends appui
sur un auteur que j'aime bien, gabonais d'ailleurs, Okumba Kogué. Oui. J'ai un peu regretté, et je regrette d'ailleurs, le fait que Okumba Kogué soit plus considéré comme romancier en tant que tel et pas comme poète. Parce que, à mon sens, en tant que lecteur, l'œuvre la plus aboutie de Okumba Kogué est poétique et non romanesque. Quand on lit ces deux principaux poèmes, notamment Ron Ogoué, qui traite là fondamentalement la question de la négritude, parce qu'il écrit Ron Ogoué alors qu'il est doctorant en France à l'époque, il apprenait à Lyon. Dans Ron Ogoué, je balance comme ça à peu près l'idée générale du texte, c'est la célébration de la femme noire dans Ron Ogoué. À peu près la même thématique qu'on retrouverait chez Senghor. Mais Ron Ogoué est célébré, donc Ron qui est déjà le fleuve français, et Ogoué qui est son fleuve gabonais. Donc le lien est tout de suite fait. Parler du rapport entre la France et la France et le Gabon. Mais dans ce texte, il célèbre la beauté, la magnificence de la femme gabonaise, donc de la femme noire, à partir d'un poème, mais assez violent et percutant, donc on n'en parle pas. Donc l'autre faiblesse de la littérature gabonaise, mais est aussi liée, par exemple, à ces critiques qui ne parlent pas assez des productions. Parce que le rôle de l'écrivain, on en discutait il y a quelque temps, est de produire les œuvres. Mais ce n'est pas de parler de ces livres. Or, la force des autres espaces littéraires, comme le Congo, le Sénégal, etc., c'est qu'ils ont eu des gens qui ont théorisé sur la littérature. Ça fait que ces littératures ont porté. Parce que personne, par exemple, j'ai fait ce petit travail-là, personne n'a travaillé véritablement sur la poésie de Okumba Kogué pour parler de ce rapport à la négritude-là, ne fût-ce qu'à partir du texte Ron Ogoué, donc ce poème-là. Personne. Là, je ne parle pas de son texte, Le soleil élargit la misère, où il s'attaque virulemment ou violemment à la dictature de Bongo, etc., qui s'est implantée au Gabon. Mais les autres pays ont bénéficié ou jouissent de la visibilité de leur littérature parce qu'ils ont des critiques, donc des universitaires qui vendent leurs textes. Et chez nous, heureusement, on n'a pas de critiques qui s'intéressent assez. Il y en a, mais qui n'ont peut-être pas encore assez de carrure ou de poids culturel pour critique, je veux dire, je ne les insulte pas, pour s'intéresser ou valoriser notre littérature. Et donc, Okumba Kogué, par exemple, à partir de ce texte-là, méritait, ou mérite d'ailleurs, qu'on parle de lui parmi les acteurs de l'écriture au niveau du Gabon. Malheureusement, il passe sous silence. Et donc, ça fait partie malheureusement de nos faiblesses. Oui, du fait de l'absence de critique au Gabon sur justement nos écrivains, ou en tout cas la littérature qui est produite. Cette œuvre-là en particulier est passée à la trappe par rapport justement à ce mouvement de négritude dont on aurait pu justement lui permettre une intégration, c'est-à-dire l'intégration de cet ouvrage et l'intégration de cette réflexion qui émane de cet ouvrage dans la négritude. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une question? Je pense que oui. Jocelyne? Alors, il y a une question de l'auditoire. Attends. Ah oui, alors, il y a Karen qui remercie Pulchéry et Bénitien et alors, qu'est-ce qu'elle demande, Karen? Attends, je vais le lire là. Voilà, elle demande en fait ce que font les écrivains gabonais pour toucher davantage de jeunes Gabonais, pour les pousser à lire. Je me dis que si la jeunesse gabonaise ne lit pas assez, peut-être que ce n'est pas le contenu, mais plutôt la forme. Alors, ça tombe bien parce que… ça fera le lien effectivement avec la deuxième partie. Oui, je pense qu'on peut basculer dessus. Merci Karen pour justement la question que tu poses qui justement fait le lien avec la problématique. Voilà, la problématique de la lecture et de l'écriture au Gabon. Donc, si Bénitien, tu peux répondre déjà à la question de Karen. Je ne sais pas si tu es là. Je n'ai pas bien saisi la question parce que les mots sont un peu plus employés. J'ai quand même compris un peu. La question de l'accessibilité de la littérature au Gabon ou encore la littérature gabonaise au Gabon. Parce qu'il y a la littérature gabonaise au Gabon et la littérature gabonaise hors du Gabon.
Hors du Gabon. Alors, sa question, elle, c'est de savoir ce que font les écrivains gabonais pour toucher davantage de jeunes Gabonais et les pousser à lire. Donc là, effectivement, il n'y a pas de... Il n'est pas question de savoir. C'est vrai que là, on s'intéresse vraiment si c'est... Alors, je le disais en amont de mon propos, le rôle de l'écrivain n'est pas de vulgariser le livre. Ouais, c'est aussi ça notre problème. Et ce problème pose la question du fonctionnement des institutions littéraires. Est-ce que, en réalité, la question que certains chercheurs se posent, c'est est-ce qu'il existe véritablement des institutions littéraires au Gabon quand on entend parler de littérature gabonaise? Voilà comment ça se passe. Je précise à peu près le chemin. C'est qu'il y a un écrivain qui écrit un texte et qui le soumet à un éditeur. Donc, l'éditeur publie le texte et il va le déposer chez les libraires. Et en déposant chez les libraires, le même éditeur va le donner aux journalistes qui vont faire la promotion, qui vont faire des articles, etc. Et donc, à partir de la promotion, donc, des plateaux, ça c'est le travail de l'éditeur. Donc, on va proposer le texte dans les salons de livres, dans les séminaires, etc., etc. Donc, les espaces de promotion, de vulgarisation et de visibilité du texte littéraire. Donc là, plus on parle du texte, plus les gens sont curieux parce que le texte est disponible dans les librairies, dans les bibliothèques, etc. Donc les gens vont prendre le livre et le lire. Mais ce travail-là, vous voyez, a déjà exclu l'écrivain depuis le début. L'écrivain va juste se retrouver dans des conférences, va se retrouver dans des séminaires, va se retrouver dans des salons des livres, etc. pour parler de son livre. Mais entre-temps, ce n'est pas le rôle de l'écrivain ou le travail de l'écrivain de vouloir, par exemple, se rapprocher du lectorat, etc. Il peut se rapprocher du lectorat lorsqu'il est questionné sur son livre. Comme je dis, au cours des espaces de discussion, lors des séminaires, comme je disais, ou lors des conférences, etc. Quand il est invité, il peut parler, il fait face à un auditoire qui va essayer de convaincre en parlant de son livre, etc. Au Gabon, on s'attend à ce que l'écrivain fasse la promotion de son livre. C'est-à-dire que, et on l'a vu récemment, j'ai vu quelques nouveaux auteurs gabonais qui publient des livres et qui marchent avec de lycée en lycée. En réalité, quand on est dans un pays normal, c'est un geste blâmable. Ça fait partie de la corruption culturelle. C'est-à-dire un écrivain qui va proposer ses livres dans les lycées. Ça n'existe pas. En fait, il faut juste être au Gabon pour voir ça. Parce que ça fait quoi? Ça fait finalement que dans ces fameuses camaraderies littéraires-là, culturelles, c'est selon, ou politiques, peu importe, l'enseignant va se permettre, par exemple, de mettre ce livre-là au programme, au-delà du programme décidé, des textes mis au programme par l'IPN. Et donc, les enfants, donc les Gabonais vont découvrir les livres, ou le lire uniquement dans le circuit scolaire. Au sorti de là, les enfants ne vont pas lire autre chose. Si vous faites une sorte d'enquête au Gabon, sur 10 personnes, sur 10 jeunes Gabonais, 8 vous diront qu'ils ont lu uniquement les textes proposés dans le programme scolaire et pas en dehors. Donc, nombreux ne sont pas curieux des productions gabonaises. Et je suis de ceux qui pensent, avec mes amis de le syndicat, que mon rôle à moi n'est pas, par exemple, d'appeler l'IPN pour dire j'ai produit tel texte. Allez-y, mettez le programme. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas le rôle de l'écrivain de le faire. Ça veut dire qu'il faut parfois penser, quand on croit que nos institutions fonctionnent, il faut la respecter. Or, il se trouve qu'on fait tout, il y a un mélange de genres, malheureusement, où les étudiants parfois attendent ou s'attendent à ce que l'écrivain aille vers eux, etc. Ben non, si l'écrivain n'a pas été invité, l'écrivain n'a pas une manifestation autour, comme j'ai vu récemment au niveau de l'université, un écrivain ne peut pas y aller. Donc, il faut une manifestation dans laquelle l'écrivain est impliqué pour la promotion, la vulgarisation de son livre. C'est à ce moment que l'écrivain est impliqué. Mais le rôle de l'écrivain, comme j'ai dit, n'est pas celui-là qu'on reproche au Gabon, par exemple. Si un écrivain était sur un plateau de télévision, sur un plateau de télé pour parler de son livre, ça c'est une chose. Mais de son gré, ça ne marche pas comme ça, en fait. Là, je parle du respect des institutions littéraires, comme ça d'ailleurs fonctionnait en fait au Gabon, parce que ça fonctionne partout ailleurs à peu près comme ça, dans des pays où la littérature est considérée comme une chose sérieuse. Alors là, il y a un point qui a été évoqué et justement qu'on voulait aborder avec vous, c'était la question des institutions et je pense qu'on peut déjà basculer sur le fonctionnement à proprement parler de l'industrie littéraire parce qu'il faudrait qu'on comprenne comment est-ce que ça fonctionne véritablement au Gabon. Est-ce que c'est comme ailleurs? Quels sont les acteurs qui sont impliqués?
Plus chérie, peut-être que tu peux nous dire quelque chose là-dessus. C'est vraiment important qu'on comprenne comment fonctionne l'industrie littéraire au Gabon. Vraiment, comment ça fonctionne. Et pour compléter aussi ta question, Charlène, je me suis aussi posée, à partir donc des éléments de réponse qu'a apporté Bénitia, je me suis également posé la question du coût. Finalement, quel est le coût? Peut-être, est-ce que justement, il n'y a pas un coût onéreux derrière au travers la vulgarisation et la publication des livres des écrivains de par les maisons d'édition, les éditeurs, l'IPM par exemple, je ne sais pas. Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça a un impact aussi sur le coût pour des raisons économiques? Je vais répondre, mais vous allez reprendre un tout petit peu parce qu'il y a eu un moment où j'ai été coupée sur cette question-là. La question du prix du livre au Gabon, c'est ça? Oui, il y a la question de comment fonctionne l'industrie littéraire au Gabon, puisque au regard des éléments de réponse qu'a donné Bénitien, on a compris qu'il y avait une sorte de carence au niveau des institutions dans l'accompagnement de la vulgarisation et de la promotion du livre sur le territoire. Donc moi, ma question, c'était de savoir comment fonctionne l'industrie littéraire. Et ensuite, le deuxième versant, c'est est-ce que nos livres coûtent cher? Et est-ce que c'est ce qui peut expliquer que nos jeunes ne lisent pas, par exemple? Très bien, ça fait deux questions assez intéressantes. Je vais commencer par la première qui est celle de l'industrie du livre au Gabon. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'industrie du livre au Gabon et je m'en explique. D'accord? Lorsqu'on parle d'industrie, on parle d'une organisation qui commence d'abord par être étatique. Pour tout pays qui se veut regardant, sinon intéressé par la chose littéraire, chaque pays doit avoir en son sein ce qu'on appelle la politique nationale, une politique nationale du livre et de la lecture. On est bien d'accord avec ça. Cette politique nationale du livre et de la lecture régit un peu tout ce qui se passe autour du livre parce que le livre, c'est toute une chaîne. Lorsque le livre part de l'auteur qui le conçoit théoriquement, jusqu'au lecteur, il y a toute une chaîne qui est là au-dessus. Lorsqu'il y a une politique nationale du livre dans un pays, cette politique fait que le livre soit considéré comme un élément de première nécessité. Je prends un exemple simple, je prends souvent l'exemple du pain. Vous savez, dans un pays, au Gabon par exemple, le pain coûte 125 francs. Alors, le pain ne peut pas quitter le lendemain de 125 francs à 135 francs. Ce n'est pas possible. Parce que le pain est considéré comme produit de première nécessité et donc tout est mis en place pour que son prix ne dépasse pas un certain seuil pour qu'il soit accessible à tous les Gabonais. Jusque-là, on se comprend. Et le livre, malheureusement, au Gabon, n'a pas ce regard-là vis-à-vis de nos gouvernants. D'accord? Donc, on va venir par rapport au prix du livre. Nous avons un pays, on veut bien que les jeunes lisent. On veut bien que le Gabonais lise. Et on dit partout que les Gabonais ne lisent pas. Il faut qu'on se demande dans notre pays combien de bibliothèques avons-nous. Il y en a effectivement qui vont dire qu'il y a des bibliothèques, il y en a à Libreville. Mais Libreville, ce n'est pas le Gabon. Libreville seulement, ce n'est pas le Gabon. Qu'est-ce que l'enfant, je ne sais pas, de Franceville, de Port-Gentil, de Ndendé, de Mouila, machin, comment cet enfant-là fait pour lire s'il n'y a pas de livre, s'il n'y a pas de bibliothèque? Alors que si nous avions une politique nationale du livre et de la lecture dans notre pays, obligatoirement, nos institutions dirigeantes, n'est-ce pas, créeraient des bibliothèques dans ces lieux-là. Nous avons des établissements où il n'y a pas de bibliothèque. On veut que les enfants lisent, mais il faut leur donner de la matière à lire. Et lorsque je reviens sur l'industrie du livre qui n'existe pas, ça, comme je disais, c'est du fait que les gens, les éditeurs qui travaillent dans notre pays travaillent vraiment, véritablement par passion d'abord. Je ne parle même pas de nous les écrivains. C'est des gens qui travaillent par passion. On se plaint du prix du livre gabonais, mais effectivement, je disais que
lorsqu'on part de l'auteur qui conçoit son livre dans sa chambre, OK, jusqu'au lecteur qui va lire ce livre-là passe par plusieurs chaînes. Déjà, il faut que les gens sachent que ce n'est pas l'écrivain qui met ou qui décide du prix de son livre. C'est la maison d'édition qui décide du prix de son livre. Et la maison d'édition ne décide pas du prix d'un livre par hasard, ou encore à la tête de l'auteur, ou encore à la tête de je ne sais pas qui. La maison d'édition décide du prix du livre par rapport au coût que ce livre-là, n'est-ce pas, occasionne pour sa fabrication. Ce qui veut dire que si déjà le papier au Gabon qui permet de fabriquer le livre est très cher, n'est pas subventionné, ou encore n'a pas un prix moindre aux impôts, ce papier sera cher. On part du papier, on va à l'encre, d'accord, qui va pour fabriquer le livre. Si tout ça n'est pas considéré comme les produits qui nécessitent la fabrication du pain, ça veut dire que l'État sache que pour que le livre revienne moins cher au final, n'est-ce pas, il faut que les produits qui concourent à sa fabrication soient moins chers, bien encore soient revus à la baisse. Le prix au Gabon, entre guillemets, sera le prix du livre au Gabon, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et je vais m'en expliquer après, sera toujours cher. Je vous prends un exemple. Pour les éditeurs, il est très difficile d'imprimer le livre au Gabon. Plusieurs éditeurs aujourd'hui au Gabon préfèrent maintenant imprimer les livres ailleurs. C'est-à-dire tout est conçu au Gabon, mais on imprime ailleurs. Je vous prends un exemple. Je viens de créer ma maison d'édition. Il y a des livres les livres de dessin, donc les livres pour enfants. À l'impression ici au Gabon, l'exemplaire me revient à 5 000 francs. On est bien d'accord. Donc, si un exemplaire de livre de 20 pages me revient à 5 000 francs, à combien au final je vais le vendre? Je suis partie pas loin, j'étais à Dakar, j'ai demandé l'impression de ce même livre-là. Alors, à Dakar, par exemple, il me revenait à 1 500. Et encore, c'est parce que je n'ai pas commandé une grosse quantité. Mais tout ça, parce que simplement, en fait, cette différence, c'est parce que simplement, au Sénégal, il y a une politique qui veut que les matières qui rentrent en compte pour la fabrication du livre, au départ, ne soient pas chères. Donc, l'industrie du livre existe d'une certaine façon parce que nous avons des maisons d'édition aujourd'hui qui sont mises en place au Gabon, mais ces maisons d'édition peinent à tourner parce que il ne suffit pas seulement de fabriquer un livre, d'accord? Il faut écouler ce livre-là, ok? Mais comment allons-nous écouler les livres s'il n'y a pas de bibliothèque? Comment allons-nous amener à lire aux gens s'il n'y a pas une politique nationale du livre qui fait que, n'est-ce pas, le ministère de la Culture, pour ne pas dire le gouvernement, pense qu'il doit faire la promotion du livre et emmener le livre, faire partie du livre de Libreville pour l'intérieur du pays. C'est en cela que je dis, le mot est peut-être fort, qu'il n'y a pas d'industrie du livre, simplement parce qu'il n'y a pas une politique nationale du livre et de la lecture qui pourra régir tout ce qui fera ce que le livre gabonais, effectivement, soit promu comme cela se doit. Et quel est le positionnement, ou plutôt, bon, le positionnement, on l'a compris, mais vous qui représentez, toi qui représentes Puchéry, l'Union des écrivains gabonais, quel est le combat que tu mènes avec l'association sur cette question? Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites? Est-ce que, quel est le combat mené par l'Union des écrivains gabonais dessus depuis des années, par exemple? Qu'est-ce qui a été proposé? Depuis 3 ans, l'Union des écrivains gabonais se bat pour que notre pays, n'est-ce pas, puisse avoir cette politique nationale du livre et de la lecture. Vous savez, il y a une politique communautaire des États de l'Afrique, des États économiques de l'Afrique centrale qui existe, donc la politique communautaire du livre et de la lecture qui existe. Et donc, nous faisons partie de cette communauté-là. Nous avons pris cette politique, nous avons adapté à notre pays. Nous avons présenté cette politique au ministère de la Culture. Je crois, Bénitien, tu étais encore ici au Gabon. Nous sommes allés rencontrer le ministre de la Culture. À l'époque, c'était le ministre Jean-Claude, pardonnez,
Alain Claude, voilà, il est Bizet, qui nous avait reçu. On a beaucoup avancé sur ce point-là parce qu'on a travaillé entre nous, nous avons apporté un projet, nous avons travaillé entre nous et le ministère de la Culture. Nous sommes partis avec ce même projet de politique du livre et de la lecture, rencontrer le président de l'Assemblée nationale, voilà, pour dire qu'il faut que ça existe. Et j'ai envie de dire, c'est en bonne voie. J'ose espérer, parce que nous suivons ce dossier-là. Nous suivons ce dossier, c'est en bonne voie. Mais on ne lâche pas le morceau parce qu'on pourra tout dire. On pourra tout dire du livre gabonais. Tant que le Gabon n'adoptera pas cette politique nationale du livre et de la lecture dans son terroir, n'est-ce pas, l'industrie du livre ne pourra aisément pas exister. Il faut qu'il y ait cette politique nationale. Justement, merci, plus chérie. Excuse-moi. Oui, vas-y. Je voulais rebondir sur ce que disait plus chérie. Permettez-moi, s'il vous plaît. Dire à plus chérie que je suis pessimiste quant à cette volonté de voir le Gabon adopter une politique de livre. Et pourquoi je le dis? Parce que, en fait, tant que le Gabon ne sera pas dirigé par des gens qui connaissent la valeur du livre, le livre gabonais n'existera pas. Parce que, voyez-vous, la question de la politique du livre tient compte d'abord de la culture de ceux qui dirigent un pays. On a affaire aux gens qui dirigent un pays qui ne connaissent pas, d'une part, et d'autre part, des gens qui dirigent notre pays qui ne lisent même pas. En fait, je veux dire, qui ne lisent pas des productions de leurs écrivains. En 2016 ou 2017, l'UDEG, que je considère par ricochet, GTT, la grande sœur, comme un vieux parti politique, prenait part à l'organisation de la Journée internationale de l'écrivain africain, sous l'égide de Billy Binzey, ministre de la Culture à cette époque-là, qui n'a lui-même d'ailleurs aucun référent culturel gabonais du point de vue de la production culturelle. Vous allez demander à Billy Binzey combien d'auteurs gabonais il a lu, il serait incapable de vous citer 10, en dehors de Zotumba peut-être qu'il aurait lu. Et donc, on organisait cette année-là une journée, la célébration d'une journée mondiale de l'écrivain africain, et en prenant comme marraine de cette journée Sylvia Bongo Ondimba, qui n'est pas un agent culturel, qui n'a aucun rôle, aucune place, ni référent dans l'espace littéraire gabonais, juste parce que ce serait par exemple la femme d'Ali Bongo. Vous voyez, c'est cette clochardisation de l'écrivain, cette envie de toujours vouloir empocher, de traîner de l'écrivain dans la boue, donc la véritable valeur intellectuelle qui fait que notre pays ne démarre pas. Il y a moins d'un an, ou plus 1 ou 2 ans, Pulchéry, tu me diras si je me trompe, les écrivains gabonais entraînés par Pulchéry allaient rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui demander de reconnaître effectivement les droits d'auteur gabonais et le rôle du livre, donc définir cette fameuse politique du livre, etc. Et je pense de mémoire, Faustin Boukoubi, à l'époque, aurait demandé à ces écrivains d'offrir des livres à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Offrir des livres. Donc, c'est les écrivains qui offrent des livres alors que l'Assemblée nationale a un budget. Donc, vous voyez jusqu'où, je parle bien de volonté. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que derrière cette belle volonté des acteurs du livre gabonais, dont Pulchéry, que je salue d'ailleurs au passage, avec tout ce qu'elle fait au niveau de l'UDEG, cette volonté ne pourra voir le jour qui, sur notre pays, est dirigée par des gens, des hommes de culture. Lorsque on prend Billy Binzey, on le nomme ministre de la Culture, la question qu'on se pose, j'ai dit, je n'ai rien contre la personne. Parlons par exemple, on défend bien sûr le livre. Quelle est la production de Billy Binzey en tant qu'homme de culture? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme qui ne connaît rien de la culture en tant que ministre de la Culture? Et rien du tout, en fait, parce qu'il viendra faire la politique. Rien d'autre. Il ne pourra pas parler du livre, il ne pourra pas parler de la culture, parce qu'il n'a aucun... Bénitien. Bon, la grande. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Il ne fera rien d'autre que de la politique. Depuis que M. Michel Mengan, par exemple, a été nommé ministre de la Culture, qu'est-ce qui a été fait autour du livre, autour de la culture, par exemple? Rien du tout. C'est que derrière, parce que ces personnes-là ou ces gens-là n'ont aucune conscience de la valeur du livre dans un pays. C'est ça le problème, c'est ça notre véritable problème. Il faut qu'on se le dise, en fait. Ça peut gêner certains, mais j'ai dit, et je le répète, et je le signe, tant que notre pays ne sera pas dirigé par des intellectuels, tant que notre pays ne sera pas gouverné par des gens qui comprennent le sens et la valeur du livre, le livre n'aura jamais de place que dans les programmes scolaires, où beaucoup d'écrivains se battent d'ailleurs pour que leur livre soit inscrit au programme. Je crois que c'est vrai que c'est une question qui est très délicate et très importante, parce que de toute façon, on ne peut pas passer outre la question de l'institution et la question de la politique du livre, et effectivement mettre en avant tous ces tenants et aboutissants qu'on évoque, mais malheureusement, on est pris par le temps. C'est ça qui est frustrant aussi quand on parle de questions aussi profondes, aussi importantes.
on n'aimerait pas passer à côté des questions des auditeurs parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment intéressantes. Je pense que peut-être le mieux pour nous, c'est de finir là-dessus sur les questions des auditeurs pour pouvoir boucler la boucle. Donc, Jocelyne, je ne sais pas si oui, tu peux alors en prendre quelques-unes. Et peut-être, oui, chérie, lorsqu'on viendra sur ces questions, tu pourras effectivement rebondir. Comme ça, on respectera aussi les délais pour ne pas trop traîner en longueur. Vraiment désolée. Alors, je vais prendre… Il y a 2 questions qui sont intéressantes. Alors, Mabankou déclarait dans une émission qu'écrire est un risque. Alors, vous, en tant qu'écrivain, quel est le plus grand risque que vos questions prient à ce jour? Quel est le plus grand risque que vous questionnez à ce jour? Alors, voilà, vous lisez certainement la question de Boris. Quel est le plus grand risque? Peut-être quel est le plus grand risque que vous ayez pris à ce jour, peut-être en tant qu'écrivain? Oui. Je crois que c'est ça la question. Hein. Certainement, oui. Pour ce qui me concerne, particulièrement en tant qu'écrivain, dans un premier temps, ce qui me fait peur lorsque j'écris, c'est de trop m'exposer. Voilà. Souvent, j'ai peur d'aborder des choses intimes parce que j'ai l'impression, j'arrive pas encore à faire ce distinguo entre Pulchérie Abum que je suis et Pulchérie Abum l'écrivain. Donc, généralement, j'ai peur de me… J'ai souvent l'impression qu'en lisant, c'est moi qu'on découvre. Ça, c'est sur le plan personnel. Et sur le plan maintenant de risque institutionnel, on a envie de dire, vous savez, l'écrivain, c'est l'éponge, d'accord? Il absorbe tout ce qui se passe autour de lui en bien comme en mal. Il a le verbe facile. Il a cette envie de dénoncer, cette envie de justice qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc, écrire, effectivement, c'est s'exposer parce que nous avons des pays où les écrivains ont été emprisonnés par rapport à leurs écrits aussi. Oui. Voilà. Moi, je sais que dans l'un de mes livres où je parlais de Libreville, je décrivais le bord de mer qui est très, très joli. Et subtilement comme ça, j'ai parlé, comment j'ai dit ça? Je disais que c'était un trompe-l'œil, ce n'était qu'un trompe-l'œil. Et il se trouve qu'il y en a qui l'ont lu et qui m'ont appelé pour dire pourquoi tu as dit que c'était un trompe-l'œil et tout ça. Donc, pour dire que lorsqu'on écrit, on s'expose forcément, d'accord? On dit ce qu'on pense. Même si c'est de la fiction, il y a forcément une grosse part de nous-mêmes qui est dans cette fiction-là. Et forcément, on expose notre façon de voir, on expose, on s'expose aussi, quoi? On expose tout ce qu'on a en nous. C'est vraiment un risque. Écrire lui-même, l'acte d'écrire en soi est vraiment un risque. Voilà. Je crois que Bénitien, tu sais de quoi on parle sur ce plan-là. parce que voilà, tu es très engagé, ce qui est très bien. Et j'avoue que c'est un gros risque aussi. Bénitien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est bloqué. Justement, oui, justement, Pulchérie, tu parles d'exposition. C'est intéressant ce que tu dis et qui fait le lien en fait avec la question 4 d'une auditrice ou d'un auditeur, parce que tu as parlé d'exposition, que écrire finalement c'est un risque. C'est un risque, c'est là il y a justement le risque, la crainte ou la peur de l'écrivain de s'exposer. Et il y a un auditeur ou une auditrice qui se pose la question du rapport à l'essor des réseaux sociaux et de son impact sur la production littéraire. Et elle constate en fait aujourd'hui sur Instagram que des auteurs sont de plus en plus invités à parler de leurs livres et on les encourage également à avoir des podcasts, à tenir des chaînes YouTube, à montrer leur vie d'auteur ou les coulisses de leur travail. Donc là, ça amène également à une certaine exposition. Et finalement, elle se demande en fait ce que vous en pensez et est-ce que le rôle
de l'écrivain devrait se limiter finalement à l'écriture aujourd'hui? C'est une bonne question, ça. Non, du tout. Il faut dire que autant écrire est un risque, n'est-ce pas? Autant est un risque, est une façon de s'exposer, autant on ne peut pas. On ne peut ne pas le faire parce que si on ne voulait pas s'exposer, si on ne voulait pas prendre ce risque-là, on ne publierait pas nos livres. Parce qu'une fois qu'on a publié, on s'expose, on prend tout ce qu'on a en nous et on donne, n'est-ce pas, à l'appréciation de tout un chacun. Les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. On ne peut pas, en fait, la question revient un peu, celle que l'on pose aujourd'hui, de savoir si les réseaux sociaux, n'est-ce pas, sont oui ou non un frein à l'acte d'écriture même. En ce qui me concerne, je dirais non. Non, pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter au temps. On ne peut plus aujourd'hui être limité que sur nos papiers, sur nos feuilles, sur nos livres. La preuve, c'est que ce soir, nous sommes à des bouts très, très éloignés, vous et moi, mais on arrive à travers les réseaux sociaux à parler de la littérature gabonaise et ce qui est suivi dans le monde entier. Donc, c'est ça aussi l'effet positif, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Je crois que les deux s'accompagnent, d'accord? Il n'y a pas un qui viendra, en fait, les réseaux sociaux ne viendront pas évincer l'acte d'écrire. Au contraire, il faut que les écrivains profitent, n'est-ce pas, des réseaux sociaux pour mieux faire connaître leurs écrits. Ok. Ok. Bénitien, tu veux rajouter quelque chose sur la question qui est posée? Donc, est-ce que le rôle de l'écrivain devrait se limiter aujourd'hui à l'écriture? Le premier rôle d'un écrivain, c'est d'écrire. C'est ça son premier rôle. Et puis derrière, tout dépend du champ ou de l'espace littéraire dans lequel on se trouve. On a aujourd'hui, comme je le faisais remarquer, des écrivains qui marchandent leurs propres livres, donc qui jouent le rôle de promoteur de leurs livres, etc., ce qui n'est pas le rôle de l'écrivain. On a d'autres écrivains aujourd'hui qui se produisent, donc qui font dans l'autoproduction, on va dire ça comme ça. Donc, ils sont à la fois les éditeurs, en fait, les auteurs, les éditeurs, les promoteurs de leurs propres ouvrages et autres. Et donc, ça devient si complexe, ça remet aujourd'hui en cause à peu près le fonctionnement même des institutions littéraires. Je réitère, on a des écrivains qui écrivent, ensuite qui éditent leurs propres livres, qui font la promotion, et parce qu'ils sont parfois universitaires, qui les analysent ou qui les critiquent. Donc, vous voyez, c'est tellement compliqué. Et donc, aujourd'hui, le rôle de l'écrivain va au-delà du simple fait d'écrire. Je voulais revenir, permettez, sur la question que posait le jeune à propos du risque. Quel est le risque que j'ai pris en littérature? Mon plus précieux risque a été de faire de la littérature, est de faire de la littérature une arme politique. Pour moi, la littérature est un acte politique, quoi qu'il en soit. Et je sais que dans tout ce que j'écris, c'est pour ça que certains de mes livres ne sont pas au programme, je ne sais pas s'ils seront un jour au programme, au Gabon d'ailleurs, parce qu'ils sont militants, parce qu'ils essaient d'amener le sujet à prendre conscience de son humanité, à protester ou à contester, à s'élever, à peu près à la manière de Frantz Fanon ou d'Aimé Césaire, etc. Et ça, j'assume pleinement cet engagement, ce militantisme littéraire et ce risque que j'admire beaucoup, parce qu'à la fin, c'est un acte utile, comme tout acte politique. Quand on décide de faire de la littérature, un acte politique, c'est un acte utile. Et donc, ce n'est pas un risque, mais plutôt un véritable plaisir. Ok, on va prendre une dernière. Vous suscitez beaucoup de réactions sur les réseaux, c'est incroyable. On a vraiment beaucoup de questions et ça montre l'intérêt justement pour cette question de littérature gabonaise. Et on a une question qui est intéressante qui est de dire finalement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui les chroniques qui sont écrites sur Facebook? Parce qu'il y a beaucoup de chroniques qui sont écrites sur Facebook. Est-ce qu'on peut les considérer comme un genre littéraire à part entière? Oui ou non? Chérie? J'ai envie de dire oui et non, sinon pourquoi pas. D'accord? Oui, parce que, comme je dis, les choses évoluent. Hein? Les choses évoluent. L'écriture est dynamique. Elle évolue, elle s'adapte à son temps. Sauf que lorsqu'on regarde les critères de la littérature, déjà, souvent ce que je conseille, je l'ai souvent fait d'ailleurs, je conseille souvent à ces chroniqueurs et chroniqueuses
de quand même rassembler leurs écrits et d'en faire un livre et surtout de les protéger. Parce que je ne crois pas que comme c'est fait sur les réseaux sociaux, ce soit protégé. C'est ouvert à tous. Moi, je peux me lever un matin et dire j'ai pas d'inspiration. Je vais sur la page d'un chroniqueur et puis je regarde tout ce que la personne a écrit et puis je prends, je mets sur le papier. Une fois que j'ai fait un dépôt légal, voilà, ça m'appartient. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois, souvent c'est un conseil, que il ferait autre que de mettre ça sur des réseaux sociaux, d'en faire véritablement des livres, même si c'est des livres numériques, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le livre papier, il y a le livre numérique également. On peut considérer cela comme un nouveau genre littéraire, personnellement, oui. D'accord. Alors, je pense que l'expression est un peu ambiguë, surtout lorsqu'on regarde comment fonctionnent les réseaux sociaux aujourd'hui. On a des jeunes qui pensent qu'écrire des chroniques littéraires, en fait des chroniques sur leur page, c'est-à-dire raconter leur journée, etc., font d'eux des écrivains. En fait, non, vous n'êtes pas des écrivains. Être écrivain, le métier d'écrivain, c'est un métier sacré, en fait. C'est plus compliqué que ça. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et je suis de ceux qui déconseillent les enfants à croire que parce qu'ils écrivent des chroniques sur Facebook, ils peuvent faire des livres, en fait. Non, ne faites pas ça. Parce qu'un livre, c'est plus compliqué. Un livre, c'est un texte sacré. Et lorsqu'il est produit, derrière, il porte toute une humanité, en fait. Un livre, c'est une lumière. Un livre, c'est un monde qu'on lègue au monde. Et si vous n'êtes pas capable de porter le monde dans vos écrits, ne vous aventurez pas, en fait. Parce que derrière, à travers votre livre, c'est tout un pays comme le Gabon qu'on lit. Je suis désolé de revenir là-dessus parce que je suis très critique pour notre littérature. Si on la veut épanouie, si on la veut grande, il faut être critique, en fait. On a des auteurs qui produisent parce qu'ils s'ennuient. Et donc, il écrit un texte, il produit, il a un ami qui publie. Il publie ce livre-là et il pense qu'il a produit un livre alors que ce livre n'est pas un bon livre, en fait. Ça répond à la question que l'un des éditeurs posait tout à l'heure, est-ce qu'on peut être un bon écrivain? On peut être un bon écrivain et ne pas produire un bon livre. Parce que ce qui fait un bon écrivain, c'est la qualité de son livre, en fait. Ne pensez pas que c'est parce que vous racontez un deuil quelque part sur Facebook que vous êtes capable aujourd'hui de vous dire que vous êtes écrivain. Non, c'est plus compliqué. Je voudrais rebondir, Bénitien. Je n'avais pas terminé. Si tu me permets. Permets-moi un tout petit peu de rebondir. Il y a dans tout cela, il y a de beaux textes. Hein? Alors, juste Chérie, si on peut juste, voilà, qui termine et ensuite on… Je voulais terminer la question en nuançant. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la chronique. Et donc, il y a chronique et chronique littéraire. Donc, il y a d'une part ceux qui racontent leur journée, ceux qui racontent leur vie, etc., qui pensent qu'ils peuvent être des écrivains, en fait, non. Et puis, il y a ce qu'on appelle chronique littéraire. Or, ce qu'on entend par chronique littéraire, c'est un compte rendu littéraire d'une œuvre, c'est-à-dire la perception. Donc, on a par exemple des Jessie, une Gabonaise, ou encore Iziwa, qui tient des blogs littéraires, etc., ou encore Ngangeus, qui tient des blogs littéraires, où on parle vraiment des chroniques, qui font des chroniques littéraires. Donc, ils rendent compte de ce qu'on parle, voilà, de ce qu'évoque un livre, des thématiques, etc., etc. Donc, il faut nuancer tout cela, en fait. Or, celui-là, par exemple, il va, par exemple, s'insérer dans l'espèce de critique littéraire, à peu près. Oui, donc, il reste dans cette catégorie-là, à ne pas confondre, comme je disais, avec ceux qui pensent qu'ils raconter leur journée font d'eux donc des chroniqueurs et donc des écrivains. Je voulais nuancer pour le proposer. Voilà. Merci, Bénitien, oui. Plus chérie, rapidement, est-ce que tu voudrais rebondir sur ce qu'il a dit, sur ce qu'a dit Bénitien? Je voudrais rapidement revenir. Il n'a pas totalement faux dans ce qu'il dit, mais je dis que, vous savez, le livre, lorsqu'on le conçoit au départ et à la fin, généralement, Bénitien, tu es d'accord avec moi, c'est pas la même chose, d'accord? Au départ, nous avons un premier jet. Ce premier jet qui nécessite beaucoup de travail pour qu'au final, ça devienne un livre. C'est pour dire que, effectivement, certaines histoires, sinon des histoires que les gens écrivent sur les réseaux sociaux, des chroniqueurs et tout ça, de prime abord, c'est pas des livres, c'est pas considéré, voilà, mais ça peut être travaillé. Aujourd'hui, nous avons des slameurs maintenant qui font des recueils, n'est-ce pas? Au départ, le slam, c'était pas de la poésie considérée. Mais lorsqu'ils emmènent leurs textes, d'accord, de poésie moderne, sinon ou on appelle ça poésie urbaine et tout ça, ils font un travail qui fait qu'au final, n'est-ce pas, ça devient de la poésie, ça devient… Ces textes-là que l'on retrouve sur des réseaux sociaux, sur des pages des chroniqueurs, peuvent être travaillés de façon à devenir des livres.
c'est pas que des histoires du jour au lendemain ou encore des histoires que les gens racontent pour ne rien dire. Dans ces histoires, on trouve souvent de très belles choses qui peuvent être travaillées pour, au final, devenir des livres. Ça pose vraiment la question de... Oui. On est vraiment dans un nouvel univers. Hein, avec, Non, c'est pas ce que je vais dire en fait. C'est que mon propos tient à démontrer en réalité, à dire aux jeunes qui nous écoutent que la littérature est sacrée en fait. C'est pas une chose qu'on blague avec. Surtout pour notre littérature à nous en fait, qui n'existe presque pas du point de vue de l'exportation. Vous voyez, au Gabon, du primaire jusqu'à l'université, les livres congolais, camerounais, sénégalais sont programmés. J'ai discuté avec des amis qui sont dans ces espaces-là. Les livres gabonais ne sont au programme ni au Gabon, ni au Cameroun, ni au Congo, ni au Sénégal, etc. Donc, on avait se poser la question. Est-ce que vous comprenez? Et la question que certains critiques gabonais posent, donc l'une des problématiques qui revient souvent quand vous discutez avec certains universitaires, c'est que certains livres gabonais, certains livres de certains auteurs gabonais n'ont pas de qualité. Donc, les livres ne sont pas bons. C'est pour ça que, même au niveau du Gabon... Comme partout, Bénitien. Donc, je parle que je connais, je ne vais pas me parler je vais pas parler de partout là. J'ai dit qu'il faut être plus rigoureux avec notre littérature. Et donc, c'est dire aux enfants qu'avant de vous aventurer dans cet espace-là, lisez en fait, lisez les vrais auteurs, lisez les grands livres, lisez les grands noms de la littérature en fait. Si vous voulez vous essayer à la littérature, ne pensez pas que c'est parce que vous avez écrit un poème qu'il peut être publié et ça va s'appeler poème. Non, parce que c'est capricieux. C'est pas parce que vous avez raconté une histoire que vous pensez que ça peut être considéré comme une nouvelle ou comme un roman. Non, c'est capricieux. Faites-vous lire. Autant vous devez lire d'abord avant de publier. Et j'ai écrit dans un de mes livres, j'ai dit lire, créer. Le fait de lire vous pousse à créer, en fait. Donc, vous ne pouvez pas ne pas lire et penser que vous allez avoir de l'imagination. Ce n'est pas possible. L'imagination, c'est le travail. Et au-delà de l'imagination, le travail d'écriture se travaille aussi. Et donc, ne pas encourager les enfants à publier, dire parce qu'on manque d'auteurs, on n'a pas d'écrivain, non, publier, il faut écrire. Non, n'écrivez pas. Parce que c'est sacré, c'est plus compliqué que ça en fait. Une littérature, c'est une identité culturelle. Une littérature, c'est une histoire. Une littérature, c'est un monde en fait. Il faut prendre conscience de cela. Or, aujourd'hui, notre littérature est à peu près décriée. Notre littérature est presque à peu près inexistante. Pas parce que les gens ne produisent pas, mais il y a à côté à la notion de qualité. Aujourd'hui, on a des maisons d'édition qui sortent comme ça. Et quand nous, en tant que chercheurs, quand tu vas dans une librairie ou c'est pas acheter un livre, la première chose que tu regardes après le nom et le titre de l'œuvre, c'est la maison d'édition. Parce que c'est ce qui va rendre ton travail en tant que critique littéraire crédible. C'est parfois l'éditeur qui a publié le livre. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est très important. Et il faut le dire, en fait. Je dis, quand une nation est en construction, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Au-delà du fait d'écrire sur Ali Bongo qui ne lit pas, sur Evelyne Dié, que je disais tout à l'heure, qui ne lisent pas, etc. Mais il faut tenir aussi compte des productions, des circonstances ou des conditions des productions. Et surtout, la qualité des acteurs et de leurs produits. Ça, c'est très important, en fait. Et il faut le dire aux enfants. OK. Alors là, on a fini, je pense. On va juste terminer ces échanges qui sont vraiment très riches, très instructifs, au regard même des questions qui sont posées, au regard des éléments d'information que vous donnez. Alors là, parmi nous, il y a des gens qui veulent écrire. Il y en a qui sont venus là parce qu'ils se disent « je suis intéressé par l'écriture, je suis intéressé par ce métier, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment… » Donc, juste un conseil. Si vraiment vous devez donner qu'un seul conseil, je sais que c'est peut-être un peu difficile ou peut-être utopique, mais juste un mot pour ces gens-là qui veulent écrire, qui veulent faire rayonner le Gabon par l'écriture, mais qui se disent, bon, au regard de tout ce qui a été dit, est-ce que finalement je dois me lancer? Est-ce que je ne dois pas me lancer? Voilà. Si sinon, quelles sont les pistes, quelles sont les billes et conseils à donner pour quelqu'un qui veut se lancer justement dans l'écriture? Un conseil par personne. Rapide. Claire, rapide et précis. C'est toi la grande sœur, vas-y la grande. Honneur aux dames, plus chérie à toi. Très bien. Alors, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, j'étais dans un lycée et une élève est venue me dire « Oui, madame, j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que je fais ?» Vous savez, j'estime qu'il n'y a pas de… Il n'y a pas de méthode type pour écrire. Et surtout, j'évite de dire aux enfants, sinon à ceux qui veulent écrire, j'évite de leur dire que… en fait, j'évite de leur enlever l'envie d'écrire. Parce que lorsqu'on commence à leur poser des conditions d'écriture, généralement, on est limité, on se dit non, je peux pas, et on n'arrive pas. Vraiment, véritablement, ce que je dis aux gens, tu as envie d'écrire, d'accord? Mais écoute, tu prends ton stylo, tu prends ta main, et puis tu suis ton stylo.
dans un premier temps. Tu sors ce qui est en toi. Apprends à sortir ce qui est en toi. Généralement, on se surprend. Effectivement, on vous dirait, il y a des méthodes et tout ce qui s'ensuit, mais moi, personnellement, je ne donne pas de méthode d'écriture. Bénécia a dit tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai, qu'il faut lire. Effectivement qu'il faut lire, d'accord? En lisant, on apprend à écrire, on découvre tout l'univers de l'écriture et tout ce qui s'ensuit, c'est très bien. Mais je dis aux gens qui veulent écrire, écrivez. Vous commencez à écrire et vous remarquerez qu'après, vous serez surpris vous-même de ce que vous écrivez. Effectivement, il n'est pas dit que dès qu'on commence à écrire, automatiquement aussi, on publie. Il y a tout un temps entre ce qu'on a écrit et la publication. Écrivez, faites lire, lisez-vous et apprenez, mais sinon, commencez à écrire sans vous poser de questions. Voilà. Ok, merci. Bénicia? Un seul conseil, essayez déjà de résister à la mort parce que nous sommes dans un siècle piégé. Et si vous avez réussi à ne pas mourir, lisez. Lisez, et comme je le disais tout à l'heure, lisez. Lisez les vrais livres, en fait. Ne lisez pas parce que c'est le grand frère qui l'aurait écrit, parce que c'est... Non, lisez. Lisez si vous voulez écrire de la poésie, si vous voulez, par exemple, écrire de la poésie, lisez les Césaire, lisez les Victor Hugo, lisez les Charles Baudelaire, lisez peut-être les Okumba Kogé et autres, mais lisez Mundjegou Marang, par exemple. C'est un Gabonais. On ne parle même pas de ces livres au Gabon, Mundjegou Marang. On ne parle pas. Lisez ces gens-là. Je déconseille, par exemple, à un enfant aujourd'hui de lire Ndouna Depeno. Je suis désolé, c'est pas... En 2022, on ne peut plus lire Ndouna Depeno parce qu'on doit être dans un pays, surtout dans le contexte gabonais dans lequel nous sommes, où les jeunes ont besoin d'un éveil de conscience, on ne lit pas Ndouna Depeno. On lit Mundjegou Marang, en fait. On lit Quentin Ben Mongarias. Ce sont des auteurs qu'il faut lire parce qu'ils vont vous inviter à une sorte d'éveil de conscience. Mais lisez Peter Stéphane Assaglé, pour ce qui concerne la poésie, ou encore Thierry Litanda. Lisez ces gars-là. Quand vous lisez Thierry Litanda, moi-même, je suis admiratif de ces gars-là. Lisez Larry Souma. Voilà les auteurs, par exemple, ce qui concerne la poésie au Gabon. Tout de suite, quand je demande à un enfant de lire, je propose ces auteurs-là. Parce qu'au-delà de, vous voyez, je parlais tout à l'heure de Mundjegou Marang, etc., je reviens vers les auteurs d'une certaine génération qui sont plus près de vous. Lisez. Pour ceux qui lisent le slam, lisez les Nanda, vous comprendrez. Là-dedans, elle vous partage des mécanismes, même comment on écrit un texte de slam et comment on le dit. Donc, vous avez et le texte et le chant pour comprendre comment on passe des genres. Et comment les gens font pour trouver ces auteurs-là, Bénicia? Parce que ça, c'est important aussi. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Gabon, les livres sont disponibles sur Internet. Vous allez sur Amazon, sur la FNAC, etc. Au Gabon, les livres sont disponibles à la bibliothèque, à la librairie IMIA, qui est à Port-Gentil, à la librairie du Mapan, à Libreville, etc. Et donc, la librairie IMIA, d'ailleurs, qui serait l'initiative c'est de Sylvie, une Gabonaise qui fait aussi là la promotion de la littérature, qui apporte le livre là où les autorités sont incapables de l'amener aux jeunes enfants. Et donc, lisez, vous avez des œuvres gabonaises qui sont disponibles. Lisez-les. Je veux dire, ne lisez pas tout aussi en même temps, parce qu'il y a des livres, quand vous les lisez, ça vous abrutit un peu. Or, comme j'ai dit, je le répète encore, nous sommes un jeune pays avec une jeunesse assez endormi parce que les livres qu'on lui propose ne sont pas... En fait, la politique qu'on lui propose n'est pas une politique d'éveil, n'est pas une politique humaine, en fait. Lisez les vrais livres. Lisez les Boissa et autres, en fait. Parce que, au finish, lire ces auteurs-là, c'est découvrir non seulement l'humanité qu'ils vous proposent, parce qu'ils vous invitent à prendre conscience de votre situation dans le monde, mais aussi vous proposent un certain regard du monde global dans lequel vous vivez et du monde de manière générale vers lequel... en fait, vous allez ou que vous pouvez regarder. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. On me dit en coulisses que les gens sont tristes qu'on arrête le live, mais on a vraiment des objectifs on doit respecter le temps. Mais c'était très, très riche. Et je tiens à dire à toutes les personnes qui ont posé des questions et auxquelles on n'a pas répondu, on n'a pas donné suite, ne vous inquiétez pas, on donnera suite soit sur la page YouTube, soit sur nos pages, donc que ce soit Instagram ou sur Facebook. On tient compte de tout ça. Et le dernier mot, c'est de dire qu'on poursuivra la conversation, on poursuivra l'échange, on poursuivra effectivement la réflexion sous forme écrite, hein, puisque c'est le thème, on reste vraiment dans le champ lexical. On produira un rapport auquel on aimerait vraiment que vous soyez associés parce que l'un comme l'autre, vous avez un regard qui compte, vous avez un regard qui est important. Et surtout, on produira un article aussi dans les semaines à venir sur un aspect qui mériterait véritablement qu'on se penche là-dessus. Donc, vraiment, merci Bénicia, merci beaucoup Puchéri pour le temps accordé. Désolée encore pour les soucis techniques pour nos auditeurs, nos auditrices.
On se dit à dans un mois. On parlera d'autre chose, mais dans tous les cas, merci d'avoir été aussi nombreux avec nous. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à vous. Merci bonne soirée. Merci beaucoup et bonne soirée.